Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Il a franchi la ligne rouge malgré l'interdiction des autorités. L'opposant kényan Raila Odinga a prêté serment devant une foule de sympathisants ce mardi. Il se définit comme le président du peuple. Comment faciliter l'accès au foncier au Rwanda? Eh bien, les autorités se sont penchées sur la question. Une réflexion qui a débouché sur la mise en place d'une nouvelle politique foncière. Et puis, rencontre inédite entre deux extrêmes opposés. L'homme le plus grand et la femme la plus petite du monde. Une rencontre qui s'est faite en Égypte sur invitation du ministère de la Culture et du Tourisme. Les mises en garde n'ont pas suffi à le décourager. Raila Odinga, chef de file de l'opposition kenyane, qui rejette toujours la victoire du président Uhuru Kenyatta, s'est proclamé président du peuple ce mardi. Une stratégie finement calculée pour certains, trop risquée pour d'autres, qui fait craindre un regain de violence dans le pays. On fait le point tout de suite avec Corinne Kamsefehem. C'est un pas de plus vers la mise sur pied d'un gouvernement parallèle que l'opposant kényan Raila Odinga a effectué ce mardi 30 janvier. Le parc Uhuru a bel et bien abrité sa cérémonie de prestation du serment en qualité de président du peuple. Pour le leader de la National Super Alliance, devenue National Resistance Movement, il est temps de songer à la constitution de son gouvernement. Les membres du gouvernement parallèle, une fois choisis, pourraient être investis à l'issue d'une convention nationale de l'opposition prévue dans un mois. De son côté, le gouvernement légitime condamne énergiquement ce qu'il considère comme un déni de démocratie. Nous avons un chef d'opposition qui dépasse 70 ans, qui, à mon sens, d'une manière ou d'une autre, aurait dû sans doute se raviver pour réajuster le tir et penser autrement son destin politique, mais qui ne le fait pas. Après le boycott de l'élection présidentielle en octobre 2017, Raila Odinga avait institué un boycott économique, intimant à ses partisans de se soustraire au paiement des impôts et de refuser toute collaboration avec les institutions. Un mouvement qu'il compte prolonger dans l'optique de rendre le Kenya ingouvernable. Qu'il faut aller vers l'apaisement et qu'il ne faut pas envenimer la situation. Et ça, surtout, je crois, grâce à la pression des partenaires internationaux. Il n'y a absolument vraiment rien d'autre à faire aujourd'hui au Kenya que d'essayer de trouver un terrain d'entente entre Raila Odinga et Uhuru Kenyatta pour, à tout le moins, gérer le pays dans le contexte que nous connaissons et avancer vers des élections prochaines, au moins les élections locales, législatives, sénatoriales et puis communales. C'est tout ce qu'il y a lieu de faire. La cérémonie de ce mardi a été réprimée par l'autorité gouvernementale pour qui l'heure est désormais aux questions de développement après une période de crise électorale qui a déjà fait plusieurs dizaines de morts au Kenya. Le Rwanda lorgne les investisseurs nationaux et internationaux afin de les encourager à s'installer dans les zones économiques spéciales et notamment à Kigali. Le gouvernement planche sur une nouvelle politique foncière. Elle viendra en appui à celle qui a été mise en œuvre en 2010. Plus de détails avec Corinne Kamsefehem. Afin de lutter contre la spéculation des prix pour l'accès aux terres au Rwanda, le gouvernement, par le biais du ministère du Commerce et de l'Industrie, annonce la mise en œuvre imminente d'une réforme de la politique foncière. Cette politique, qui va profiter aux investisseurs locaux et étrangers, permettra d'avoir des contrats de bail sur le long terme, soit 99 ans, avec comme principal négociateur l'État. Les investisseurs cherchant à créer des usines dans les zones économiques spéciales auront désormais plus de facilité à accéder aux terres dans le cadre d'une nouvelle politique car elle limite les augmentations inutiles des prix des terres. La nouvelle politique permet aux investisseurs d'acquérir un bail à long terme et de s'engager dans la négociation des prix des terrains. L'ancienne politique foncière mise en œuvre en 2010 avait permis au gouvernement de créer 8 zones économiques à travers le pays, en plus de la zone économique spéciale de Kigali. Toutefois, ces zones restaient peu attractives du fait de la disparité des prix d'acquisition des terres d'une zone à l'autre. Pour 1 mètre carré de terre dans le district de Bugesera, par exemple, il fallait dépenser le double voire le triple du côté de Kigali. De prime abord, un accroissement des flux, investissements directs étrangers au niveau du Rwanda, et qui pourra venir contribuer à l'accroissement du PIB et même aussi à la transformation des matières premières et de l'agroalimentaire. Parce qu'on a remarqué que depuis que la zone de Kigali existe,
les premières entreprises du secteur de l'agroalimentaire, du textile et de la construction. Dans le cadre de cette réforme, le gouvernement prévoit la création du Rwanda Development Board, un organe spécial qui se chargera des négociations avec les investisseurs. En République démocratique du Congo, le prix d'un caveau funéraire peut grimper jusqu'à 20 000 $, inadmissible pour les autorités qui pointent du doigt le penchant commercial des ONG et entreprises privées. Ces dernières ne bénéficieront donc plus de terres à l'exploitation des cimetières. Voyez ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa. En République démocratique du Congo, l'octroi des terres au privé pour l'exploitation des cimetières est désormais interdit. Prise par Loumeya Doumalégui, ministre congolais des Affaires foncières, cette mesure est consécutive au constat des prix exorbitants des caveaux dans les cimetières tenus par les privés. Pourtant, la concession de ces terres fait l'objet d'exonération de certaines taxes, vu les caractères sociaux qui accompagnent la demande de ces terres. Aujourd'hui, à Kinshasa, il est très difficile, nous dirons même impossible, aux petits peuples d'enterrer leurs proches dans ces cimetières qui est réservé presque aux nantis. Nous sommes ici au cimetière de la nécropole entre ciel et terre dans la commune de Lansele à Kinshasa, environ 25 km du centre-ville. Ouvert il y a 7 ans, c'est un éloquent plan d'aménagement qui y est fait avec un service funéraire de qualité, mais aussi la sécurité des sépultures. Il faudra cependant débourser entre 1 500 à 6 500 $, voire plus, pour avoir un caveau. Des sommes qui sont loin de la bourse des Congolais moyens. Les ONG viennent, elles obtiennent les exonérations. Elles ne payent pas certaines taxes, mais une fois obtenues toutes ces autorisations, elles détournent leur mission en exerçant le commerce. Pour faire face à cette situation qui exclut les démunis d'enterrer les leurs en toute dignité, l'État congolais a décidé que l'obtention des terres à l'exploitation des cimetières fera désormais l'objet d'un partenariat public-privé. Cette décision permettra la baisse du coût des sépultures dans les cimetières du pays. Il faudra cependant que la qualité des services suive, soutient bon nombre d'observateurs. Coup de projecteur à présent sur des touristes pas comme les autres. Sultan Kosen, l'homme le plus grand du monde, et Djoti Amje, la femme la plus petite du monde, sont en Égypte pour visiter les pyramides et autres lieux cultes. Ce périple est le fruit d'un partenariat entre l'Office du tourisme égyptien et le Guinness des records du monde. Vina Nodin. L'Égypte a accueilli des touristes pas comme les autres ce vendredi 26 janvier 2018. Le recordman Sultan Kosen et la recordman Djoti Amje ont visité pour la première fois un pays nord-africain. Leur particularité, lui, est l'homme le plus grand du monde avec ses 2,51 m et elle, la femme la plus petite du monde avec ses 62,7 cm selon le Guinness des records. Ils ont visité les pyramides de Gizeh et les autres sites célèbres du pays. Je suis allée à de nombreux endroits très différents. J'ai visité tellement de pays et un de mes rêves était de visiter l'Égypte. J'ai seulement vu l'Égypte sur Google et c'était un de mes rêves de voir les pyramides. Je suis extrêmement heureuse de me tenir devant les pyramides et d'y être photographiée. Je n'arrive pas à y croire. Djoti Amje est une jeune actrice de 24 ans. Elle joue dans la série télévisée américaine American Horror Story. Sultan Kosen est lui âgé de 35 ans et est d'origine kurde. Le séjour de Sultan Kosen et de Djoti Amje en Égypte fait suite à une série de rencontres avec des célébrités. J'ai vraiment aimé ce voyage. J'ai vu les pyramides et le Nil et je souhaite à chacun d'avoir l'occasion de visiter l'Égypte, de voir le Nil et les pyramides et tout ce que j'ai vu. L'Égypte est un pays merveilleux. L'Office du tourisme égyptien et le Guinness des records du monde sont à l'origine de cette campagne qui a permis à ces deux recordman de visiter l'Égypte. Elle vise à relancer l'industrie touristique du pays, un secteur en difficulté depuis les bouleversements politiques de 2011. Le nombre de touristes en Égypte a chuté de 9,8 millions en 2011 alors qu'on dénombrait 14,7 millions en 2010.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.